Il ne s'agit pas d'être modeste, mais d'être le premier. Héros de Seychelles, théorie de l'ambition. « 2000 ans d'histoire ». Ce fut un des personnages les plus importants et pourtant un des moins connus de la Révolution, un des plus surprenants aussi. Issu d'une des plus grandes familles de la noblesse française, ce protégé de Marie-Antoinette avait épuisé tous les plaisirs et les privilèges de sa caste lorsque se déclencha la Révolution. Mais au lieu de rejoindre les siens dans le camp des émigrés, Héros de Seychelles, contre toute attente, préféra mettre ses talents de juriste et d'écrivain au service d'une république à laquelle il donnera sa première constitution. Président de la Convention et membre avec Robespierre et Saint-Just du comité de salut public au pire moment de la terreur, il finira lui-même sur l'échafaud, victime d'une révolution qui l'avait enthousiasmé dès le premier jour. J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides et la poudre à la Bastille! Jean de Garcin, bonjour. Bonjour. Alors dans votre dernier roman, c'était Tous les jours tempête, on découvre un personnage qui a vraiment existé, qui a vraiment assisté à la prise de la Bastille et qui a joué un rôle important pendant la Révolution. Or aujourd'hui, 2 siècles après sa mort, il est totalement inconnu, au point d'ailleurs qu'avant de programmer cette émission, j'ai posé la question à plusieurs personnes, qui est Héros de Seychelles, le personnage de votre roman? Personne n'a été capable de me le dire. Alors que évidemment, on connaît Danton, Robespierre, et même dans une moindre mesure, Marat, Saint-Just, oui. Fabre d'Églantine qui est monté avec lui, ou Desmoulins qui sont montés avec Héros sur la charrette et sur l'échafaud. Héros de Seychelles, pas de place, pas de rue, encore moins d'avenue, connu de quelques lettrés pour quelques textes, dont la fameuse théorie de l'ambition. Mais voilà un homme quand même qui a rédigé la Constitution, qui a sans doute en tout cas aidé à la rédaction de la Déclaration et qui reste totalement inconnu des Français. La première constitution républicaine, après celle qui maintenait la monarchie, mais une monarchie à l'anglaise, celle de 92, qui donc effectivement est la première constitution de la République, rédigée par un aristocrate. Alors c'est vraiment un personnage totalement paradoxal, hein. J'ai rappelé à l'instant ses origines aristocratiques. Il est né d'un père qui est mort 2 mois avant sa naissance. Enfin, on ne sait pas très bien qui est le père. Mais enfin, oui, il est sans doute pas le fils de son père. Dans les 2 cas de figure, c'est un aristocrate. Il est protégé de la reine, de Marie-Antoinette, qui a même, je crois, parce qu'il était avocat, qui a même cousu son écharpe d'avocat. Oui, en 3 mots, il naît donc 30 ans avant la Révolution, ça c'est important à savoir. Il est donc de cette très grande famille de noblesse de robe. Il est vous l'avez dit, le protégé de la reine, mais également le cousin de la duchesse de Polignac. Donc il est vraiment le jeune homme qu'il faut au bon moment, et il faut ajouter qu'il est et qui va devenir le premier et le plus jeune magistrat de l'Ancien Régime. À 18 ans, il est l'avocat du roi au Châtelet, et à 25 ans, 5 ans avant l'âge requis, il est l'avocat général au Parlement de Paris, c'est-à-dire le plus jeune, le plus brillant, le plus séduisant, le plus intelligent des tout jeunes magistrats de l'Ancien Régime. Avocat du roi, et qui se retrouve à la Bastille, qui assiste à la prise et à la chute de la Bastille. C'est quand même extraordinaire. Mais il avait de la sympathie pour la Révolution. Voilà, juste avant, il faut quand même dire qu'il avait dans ses idées de magistrat, il avait quand même un tempérament progressiste. Il avait été nourri de la philosophie des Lumières, des grands textes, et il croyait en tout cas à l'idée de progrès. Il pensait qu'il fallait que les choses changent. Je ne suis pas convaincu qu'il était pour une révolution, mais il était en tout cas pour que les choses changent. Je pense que dans l'idéal, mais ça je n'ai pas à faire parler les morts, il aurait sans doute aimé une sorte de monarchie constitutionnelle. Bref, la révolution éclate et il est à la prise de la Bastille. Il n'est pas simplement le spectateur, je dirais, de ce mouvement. On sait qu'il a été ce jour-là il était parmi les émeutiers. A-t-il tiré sur
sur les siens, sur ses proches, sur ses amis. On ne le saura jamais, mais il était à la prise de la Bastille et du jour au lendemain, il retourne donc sa veste et de premier et plus jeune magistrat de l'Ancien Régime, il devient le plus jeune, sans doute, des révolutionnaires et des membres du Comité de salut public. Député de la première assemblée de la Révolution, d'abord, la législative. Il en sera même le président, partisan de la guerre, condamnant la fuite du roi à Varennes. Enfin bref, il va assez loin. Il sera même l'auteur, en tant que président de l'Assemblée législative, l'auteur d'un mot célèbre, effectivement, qui sera prononcé en 1792, au moment précis où les troupes autrichiennes du maréchal de Brunswick menacent Paris. Eh bien, écoutez-le. Messieurs, ce document est signé par le duc de Brunswick lui-même, le général en chef de l'armée prussienne. Brunswick, qui marche sur Paris. Brunswick, qui ose nous menacer. Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger. Aux armes, citoyens, aux armes, hommes libres. Défendons notre liberté. La patrie en danger, c'est Hérault de Séchelles, on le dit toujours, on connaît la formule, c'était en juillet, le 11 juillet 1792. Oui, il y a des formules terribles aussi de lui. Il y en a une qui est moins connue, mais qui est tellement symbolique de ce qu'a été Hérault de Séchelles, c'est nous pourrons devenir humains quand nous aurons gagné, qui montre bien. Alors il faut dire une chose. Oui, parce qu'il a été un des artisans de la terreur. En tout cas, il était un spectateur assez lâche de cette terreur. Il faut jamais oublier que, étant l'aristocrate du Comité de salut public, il est évident qu'il n'a cessé de vouloir donner des gages et en rajouter. Dans le fait de montrer aux révolutionnaires qu'il était, malgré ses origines, un pur et dur révolutionnaire. Je pense que ça a beaucoup joué dans son comportement, y compris pendant la terreur, les massacres de septembre. C'est quelqu'un qui a dû sans cesse prouver à ceux qui l'avaient rejoint qu'il était de leur bord. Oui, mais Jérôme Garcin, ça va quand même assez loin. On peut même parler de lâcheté. Un mois après avoir proclamé la patrie en danger, le 10 août 1792, on le sait, la foule envahit les Tuileries, et voilà que toute la famille royale, y compris sa protectrice, y compris Marie-Antoinette, donc effectivement, vont en prison, seront jugés, et lui, il laisse faire. Est-ce qu'il était quoi? C'était quoi? De l'ambition, de l'opportunisme ou de la conviction? C'était tout ça à la fois. C'est là la complexité d'Hérault de Séchelles. Il était incroyablement ambitieux. Sa courte vie l'atteste. Il était d'un absolu cynisme. Il était ce qu'on appelle aujourd'hui l'opportunisme. Il était vraiment opportuniste. Il était en même temps convaincu. Il était tout ça à la fois. Il était lâche. Et courageux à la fois. Alors lâche, vous l'avez prouvé, il faut rappeler quand même que quand sa famille est en prison, il ne bouge pas le petit doigt. Quand les massacres de septembre ont lieu, il ne bouge pas. Quand sa protectrice effectivement est menacée, il ne bouge pas. Quand il s'agit de voter la mort du roi, il s'arrange par une formule de rhétorique pour la voter sans la voter, mais il est pour la mort du roi. Et enfin, il est aussi celui qui demande, et on a les lettres, et demande à Carrier de purger Nantes. Donc il a poussé la volonté d'éradiquer toute forme de résistance à la Révolution jusqu'à exiger de Carrier et de ses troupes de purger Nantes. Donc ça va très loin. Il était tout ça à la fois, et ça fait un personnage à la fois détestable, disons les choses franchement, et en même temps séduisant. Est-ce qu'on peut être à la fois détestable et séduisant? C'est un peu l'objet de mon livre. Et rôle important pendant la Révolution, après avoir été président de l'Assemblée législative, il deviendra président de l'Assemblée, la nouvelle, qui va proclamer la République, la Convention, à la tête de laquelle il se trouve lorsque le 31 mai 1793, la Commune de Paris vient en armes réclamer les députés girondins. Président de la Convention nationale. De quel droit avez-vous conduit vos troupes ici? J'exécute les ordres de la Commune de Paris. La Convention vous ordonne de vous retirer. Nous nous retirons quand vous nous aurez remis les 22 traîtres qui sont protégés par cette Convention. Proteste! Ces hommes sont des délégués élus qui ont... Saluliers, à vos pièces! Soldats, en avant!
Alors c'était donc le 31 mai 1793. Là, Hérault de Séchelles Voilà. semble se montrer brave. Et puis... Moment majeur, je dirais, du courage et de la popularité d'Hérault de Séchelles. Hein. Il joue un rôle, mais comme toujours, il sait qu'il joue un rôle et il veut jouer un rôle. Il y a une part chez lui de comédien, hein, y compris dans les pires moments. Il a une image de lui qu'il essaye d'atteindre. Et là, l'extrait du film montre bien ce qu'il était également, c'est-à-dire un formidable acteur. Oui. Arrivant souvent à faire croire ce qu'il ne pensait pas lui-même. Cela dit, il va pas les défendre parce que les pauvres Girondins, une fois rentrés dans l'Assemblée nationale, il va les abandonner à la Commune de Paris. Ils vont tous se faire guillotiner. Alors cela dit, ça va lui permettre d'entrer. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. C'est le Comité de salut public qui va s'y retrouver aux côtés de Saint-Just, de Couthon, de Robespierre. C'est le gouvernement de la France à l'époque et au sein duquel il va être chargé de rédiger la Constitution, la première constitution de la République française rédigée par un aristocrate. C'est quand même extraordinaire. Et elle est de sa main. Ouais. Elle est vraiment de sa main. Mais alors là, il y a une explication qui est assez simple. Hein. Il a été un formidable homme de loi et de lettres. On oublie souvent qu'il voulait être écrivain. Et cette jeune République avait besoin d'un homme de loi, un homme de lettres qui fut capable de rédiger ce que d'autres ne savaient pas faire. Donc il joue un rôle. On a besoin de lui. Voilà, on a encore besoin de lui. Et là, on utilise au maximum, je dirais, ses talents et ses compétences, sans se rendre compte qu'en même temps, on utilise en même temps quelqu'un qui a trop d'humour, qui a de l'insolence. Il y a une scène inouïe. Et là, il y a une scène qui est connue, qui est vraie. Donc, on est réunis au comité pour rédiger la Constitution. Hérault prend des notes, et à un moment, il se lève, et il dit qu'on aille me chercher vite les lois de Minos. Immédiatement, on envoie quelqu'un... Alors Minos, c'était le roi légendaire de Crète, auteur d'une constitution. Et on envoie donc quelqu'un à la Bibliothèque nationale chercher ces fameuses lois de Minos. Et le lendemain, Saint-Just pointe son doigt vers Hérault de Séchelles et lui dit « cet humour-là te perdra ». Et effectivement, et il ne savait pas, le pauvre Saint-Just, que ces lois n'existaient que dans la mythologie. Ah oui, oui. Et c'était tout Hérault de Séchelles, ça, y compris dans ces moments-là, avoir cette insolence, cet humour, cette indifférence, cette légèreté qui a évidemment... Oui, mais ce sérieux en même temps. Cette Constitution, il faut le rappeler, Jérôme Garcin, c'est la première à admettre le suffrage universel. Elle va même très loin. Elle donne le droit au peuple de s'insurger contre le gouvernement, si jamais celui-ci trahit l'idéal révolutionnaire. Et puis alors, elle ne sera jamais appliquée. D'ailleurs, il ne croyait même pas tellement lui-même. Je crois qu'il disait, en parlant de sa Constitution, « Oh, c'est un impromptu populaire ». Voilà, c'est exactement la formule qui caractérise Hérault. Mais vous savez, on en revient toujours à ça. C'est quelqu'un qui d'abord avait des idées, mais qui n'était pas toujours pour qu'on les mette en pratique. Le meilleur exemple, c'est le lendemain de la prise de la Bastille, à laquelle il est, quand on lui dit que son château d'Épône, que ses gens d'Épône, que ses terres d'Épône peuvent être menacées, il ne l'admet pas un seul instant. Pour moi, il est le reflet de ce que pensait Stendhal dans son journal, c'est-à-dire je suis pour faire le bonheur du peuple à condition de ne pas passer une nuit avec ce qu'il appelle les gens des boutiques. Et ce Stendhal-là, on le retrouve chez Hérault de Séchelles. Alors sa constitution ne sera jamais appliquée, Jérôme Garcin, pour cause de guerre, ce qui n'empêche pas d'ailleurs cette constitution d'être solennellement proclamée à l'occasion d'une incroyable fête dans Paris pour laquelle on a composé cette musique, l'hymne à la Statue de la Liberté. C'était le 10 août 1793.
écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Héros de Seychelles. Et c'était une musique de Gossec, un texte de Varron, l'hymne à la Statue de la Liberté, donc chanté place de la Révolution le 10 août 1793. Et alors là, c'est Héros de Seychelles, c'est l'apogée d'Héros de Seychelles. Il présente sa constitution, il y a une fête inouïe. Je crois qu'à l'issue de cette musique, on a lâché des milliers d'oiseaux place de la Révolution, place de la Concorde aujourd'hui. C'est le sommet de la gloire des Héros de Seychelles qui est, je dirais, à la fois l'officiant de ces grandes fêtes, qui est aussi le rédacteur. Il a pas écrit le texte de cette chanson, mais il a écrit beaucoup de textes à la nature, et en même temps qui est au sommet de ces tribunes, de ces chars, de ces hôtels de la Révolution. Le plus connu peut-être des personnages de la Révolution à ce moment-là. Et qui est notamment au Champ de Mars, où un jour il a rassemblé plus de 100 000 personnes autour de lui. On l'appelait l'Alcibiade de la montagne, parce qu'il était très beau. On ne dit pas l'essentiel, il était très beau. Et là, il était, selon moi, au sommet de sa propre intelligence, je dirais cynique, à la fois populaire, à la fois envié, et sachant plaire à la fois au peuple et au pouvoir. Et ça, c'était pour moi c'est le Héros de Seychelles à la puissance 20. Ah, écoutez, on va effectivement voir le portrait de Héros de Seychelles à travers tous les témoignages de ceux qui l'ont connu. La revue de texte, Stéphanie Duncan. Tous les témoignages avant et après la Révolution parlent de sa grande beauté. Beau, jeune, avenant, l'idole des belles et l'enfant gâté de la renommée, écrit le baron de Frémilly et le marquis de Bombelle. Une figure aussi agréable que sa taille est belle. Même Camille Desmoulins parle du jeune et beau Seychelles. Alors rien d'étonnant donc qu'elle craque toute. Une de ses maîtresses, Suzanne, décrit à une amie l'arrivée inopinée chez elle du beau libertin. Oh, délicieuse surprise, c'est le dieu de l'amour, ce sont toutes les grâces d'Apollon. En un mot, c'est Seychelles. Il soupa avec moi et y passa la nuit. Je ne t'en ferai pas la peinture, elle serait toujours trop en dessous de la réalité. Un succès dont Seychelles profite bien. Une femme, pas trop rancunière d'ailleurs, dit de lui « Je ne connais pas d'autre défaut à Seychelles que l'inconstance, la légèreté près des femmes, aussi un peu orgueilleux, mais il a un cœur excellent, une âme sensible, bon, généreux, loyal, propre, délicat. On dit même que la reine, la voluptueuse Antoinette, en a voulu. » J'aime bien la formule, elle en a voulu. Est-ce qu'elle l'a eu ? Ah, ça, on ne sait pas. Le philosophe suisse Lavater, qui était le maître à penser de Seychelles, met en garde d'ailleurs le jeune homme. « Cher héros, soyez sur vos gardes, les femmes vous adoreront, vous déchireront, vous anéantiront. Vous réunissez trop de qualités enchantantes, vous aurez infiniment à souffrir. » Et c'est vrai que Seychelles n'aura pas que des amis. Un survivant de la terreur, Paganel, dresse un portrait peu sympathique du Seychelles politique, un peu girouette, on dira. Il ménageait toutes les opinions et prenait à propos, mais seulement pour sa défense, les couleurs du parti que la sienne réprouvait. Il voyait au loin se former la foudre et la détournait avec autant de zèle que de circonspection de la tête qui était menacée. Alors Madame Roland, qui tient un salon fréquenté par les Girondins, un salon très à la mode, n'aime pas beaucoup ce genre d'homme. Tous ces beaux garçons, dit-elle, me semblent de pauvres patriotes. Ils ont l'air de trop s'aimer eux-mêmes pour ne pas se préférer à la chose publique. Et le poète André Chénier ne l'aime pas beaucoup non plus. Mais quel est ce grand brun, dit-il ? Ne l'ai-je connu jadis, le dos couvert de longs cheveux dont il poudrait les fauteuils, ricanant, ne disant rien et ambitionnant le nom d'homme d'esprit. Alors le jour où Seychelles est conduit in fine à la guillotine, l'académicien Arnaud le croise donc sur sa charrette et il est frappé par l'indifférence de son visage. Il paraissait détaché de la vie dont il avait acheté la conservation par tant de lâcheté, par tant d'atrocité. L'aspect de cet égoïste étonnait tout le monde. Un portrait assez juste, d'après tous ces textes, comme d'ailleurs dans votre livre, même si c'est un roman, votre livre. C'est tout à fait juste, puisqu'on a là exactement ce qu'il a été, le libertin, l'épicurien. Et être épicurien sous Louis XVI, c'était acceptable. Sous la Révolution, c'était beaucoup plus délicat. En même temps, couvert de femmes. Ça, c'est la vérité. Il a été aimé de toutes. Ça, c'est un nombre de témoignages incroyable. Il y a sa beauté physique et il y a aussi, ce qui est très bien dit là, c'est son tempérament politique. C'est-à-dire, il n'a jamais été un théoricien. C'est d'ailleurs ce qu'il a perdu. Il n'avait pas de grandes idées.
il était politicien dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire prenant le sens du vent et attendant de voir là où ça va marcher. Et puis il y a la jalousie aussi dans les textes qu'on a entendus, parce que il plaisait beaucoup aux femmes, mais il était détesté par Robespierre, par Saint-Just, qui avait la réputation d'être très beau aussi, mais enfin qui était assez sinistre lui en revanche. Oui, enfin le comité n'était pas d'un esthétisme quand on regarde de près, qu'on enlève les vérolés, les culs-de-jatte, c'était quand même pas. Paraît-il très beau. Mais alors c'était un des pires ennemis de Hérault de Séchelles. Oui, mais alors Saint-Just était lui un extraordinaire politique, que n'était pas, je pense, Hérault de Séchelles. Et je fais dire dans mon roman à un moment donné à Hérault de Séchelles, évidemment, Saint-Just, lui, a compris qu'il fallait cacher davantage sa nature politique, ses sentiments. Hérault avait une forme de naïveté qui, à mon avis d'ailleurs, le sauve un peu, le rachète. Il a été un peu un enfant gâté dans cette révolution, et il avait une forme de naïveté que n'avait pas Saint-Just, qui lui savait se cacher, se dissimuler et faire peur. Et faire arrêter. Hérault n'a jamais fait peur. Et faire arrêter Hérault de Séchelles, donc le 31 mars 1794. Pourquoi? Par jalousie? Parce qu'on le soupçonnait officiellement de comploter contre la République. Alors pour faire tomber Hérault en un mot, il était facile de le faire. On lui a confié ce qu'on appellerait le portefeuille des affaires étrangères, et très facilement, et à tort historiquement, on a pu l'accuser de travailler avec les immigrés. Il est évident que tout ça a été faux, et il est tombé donc en même temps que Danton, que Fabre et que Desmoulins. Et il a été, c'est vrai, en montant sur l'échafaud, d'une très très grande sérénité. Ça, tous les chroniqueurs le disent. Mais avant l'échafaud, il y a eu ce procès absolument scandaleux avec Fouquier-Tinville, évidemment, qui jugeait tout ce monde, là, Danton. Une caricature de procès. Et Danton, dans ce procès, Hérault de Séchelles est intervenu aussi pour se défendre, était tellement populaire que, au scandale, eh bien, le 4 avril 1794, le tribunal révolutionnaire décide d'évacuer la foule qui applaudissait les condamnés et donc de les juger en leur absence. Respectueux du décret de la Convention, j'exclus du débat l'accusé Danton. Allez, faites-le sortir. Vous ne nous égorgerez pas, Fouquier. Accusé Lacroix. Exclu. Permettez-moi, messieurs, de m'exclure moi-même. Et moi, pareillement. Nous procédons maintenant à la lecture de la sentence. Puis la loi du 23 Ventose, Lacroix, Danton, Hérault, Philippot, Westermann, Desmoulins, Fabre, Chabot, Delaunay, Bazire et leurs complices sont condamnés à mort. Leurs biens seront confisqués au profit de la République en vertu de la loi du 20 Nivose. La sentence sera exécutée dans les 24 heures sur la place de la Révolution à Paris et affichée dans toute la République. Et la sentence sera exécutée le 5 avril, Jérôme Barça, le lendemain. Mais Danton s'est battu jusqu'au bout au procès. Hérault, lui, a continué à plaisanter. Ouais. Y compris devant ses juges. Mais avec courage aussi. Hein. Je crois que Desmoulins s'est un peu effondré en prison. Alors, à la veille. Au moment de la mise à mort, Desmoulins, Fabre ont tremblé, pleuré. Oui, ont perdu leur dignité. Danton était assez bravache même, comme crâne, comme il montreras ma tête au peuple, dit-il. Et puis enfin, lui, Hérault, avait la conviction que sa vie était finie. Il est monté, encore une fois, avec cette sérénité qu'on ne connaissait peu aux condamnés. Et puis il y a cette scène qu'on connaît, il monte sur l'échafaud ensemble, Danton et Hérault de Séchelles, ils veulent s'embrasser. Le bourreau les sépare, et Danton a ce mot magnifique: tu n'empêcheras pas, bourreau, nos têtes de s'embrasser dans le panier. C'était extraordinaire, ça, effectivement, la mort de Hérault avec Danton, avec Desmoulins. Pourquoi? C'est un roman, la vie de Hérault de Séchelles, à vous lire, Jérôme Garcin. Pourquoi en avoir fait un roman, d'ailleurs? Parce que la vie à elle seule, vous l'avez un peu romancé. Cela dit, vous êtes très fidèle à la réalité historique. Je l'ai romancé parce que je voulais le sauver un tout petit peu. Je lui ai fait une petite rédemption, et donc je lui ai prêté des vertus qu'il n'avait pas, à commencer par une femme qu'il aurait passionnément et presque uniquement aimée. Ça n'a pas été le cas, on l'a vu pendant l'émission. Et je lui ai prêté aussi peut-être aussi ce qu'il n'a jamais fait, c'est-à-dire reconnaître ses erreurs. Et donc c'est écrit à la première personne du singulier. J'ai voulu que Hérault, à la première personne, reconnaisse qu'il s'était trompé, et donc je lui ai offert cette femme, cette passion fixe et l'amour des chevaux qu'il ne connaissait pas. Il n'a jamais eu. Hein, puis cela dit, vous empruntez même sa plume. Hein, il y avait une très belle formule. J'ai cru que d'ailleurs
d'ailleurs que c'était de héros de Seychelles. L'histoire nous a appris que la vertu ne peut rien contre le vice et que pour triompher des cyniques, il s'agit d'être plus cynique encore. Vous prêtez cette formule à héros de Seychelles, c'est de vous, ça, Jérôme Garcin. Elle est de moi et je pense qu'elle est valable aujourd'hui quand on regarde de près la manière dont les politiques s'expriment à la télévision. En tout cas, on peut retrouver cette formule et puis donc un très beau livre, votre livre, Jérôme Garcin, c'était Tous les jours tempête, un roman donc dont le personnage principal est héros de Seychelles et c'est publié dans la collection blanche de Gallimard. Et puis je rappelle aussi aux éditeurs de France Inter, mais ont-ils besoin qu'on le leur rappelle, qu'on peut vous retrouver le dimanche soir sur France Inter, donc dans Le Masque et la Plume de 20h10 à 21h. Je mentionne également l'existence de 2 textes de héros de Seychelles qui sont disponibles, La théorie de l'ambition aux éditions Distance et Visite à Buffon aux éditions Climat. Et puis également 3 biographies un peu anciennes de héros de Seychelles, celle de Georges Bernier, suivie du texte de héros de Seychelles, La théorie de l'ambition, et qui a été publiée il y a quelques années chez Julliard, la biographie d'Arnold de Contade, publiée chez Perrin, enfin Héros de Seychelles ou Les infortunes de la beauté de Frédéric Matonti aux éditions de La Dispute. Je rappelle aussi que vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française de Richard Effron et de Robert Henrico. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en consultant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pierre Rayon et Étienne Misca, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.